Mais tout de suite, eh bien, c'est Nicolas Martin que vous retrouvez et toute l'équipe de la méthode scientifique. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange, et comme tous les jeudis, nous parlons d'histoire des sciences et d'épistémologie. C'est parce qu'Isaac Newton a formulé sa théorie de la gravitation qu'Einstein a pu la réfuter ou la compléter pour proposer sa théorie de la relativité. C'est grâce à ces théories, entre autres couplées à celle de la thermodynamique, que nos civilisations ont pu envoyer des satellites pour observer l'espace ainsi que la Terre. C'est également grâce au progrès spectaculaire des mathématiques et de l'informatique que nous avons, grâce à ce réseau satellitaire en permanence, un accès inépuisable à l'information et à la connaissance du monde. Et c'est grâce à cette longue histoire de progrès scientifique que fleurissent et se répandent aujourd'hui sur Internet les théories les plus obscures, de la Terre plate au créationnisme, va comprendre. Pseudosciences, les raisons du succès, c'est le vaste problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre les raisons de cet engouement et débunker, comme on dit, démystifier pied à pied ces pseudosciences qui ont envahi la société, les médias et jusqu'aux universités, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Gérald Bronner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris Diderot, membre du comité de parrainage scientifique de la revue Sciences et Pseudosciences. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Azur à Nice avec Henri Brock. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de physique et de zététique à l'université de Nice Sophia Antipolis. Vous êtes par ailleurs fondateur du laboratoire de zététique de cette université et vous êtes l'auteur de L'art du doute ou comment s'affranchir du prêt-à-penser aux éditions Book e-book. Vous pouvez comme chaque jour suivre cette émission sur les ondes et sur le réseau dit social Twitter en vous abonnant au compte @laméthode_fc. Quel est ton nom, voyageur ? Je me nomme Prolix. Je savais que l'orage allait éclater. Et je me suis hâté vers ta maison, où je savais que je pouvais compter sur ton hospitalité. Comment savais-tu tout ça ? Je suis un devin. Un devin ? Dis-moi si le ciel est en train de nous tomber sur la tête. Il me faudrait un animal pour lire dans ses entrailles. Moi, j'ai un poisson. Oui, ça peut être très lisible. Père Borvo, Dieu des sources, et par Damona, la génisse, et quoi qu'en pensent les incrédules, je vois que le ciel ne vous tombera pas sur la tête et qu'après la pluie arrivera le beau temps. Voilà, vous aurez certainement reconnu l'adaptation des aventures d'Astérix tirées de l'album Le Devin. On entend dans cet extrait plusieurs choses qui vont nous intéresser au cours de cette heure. Biais de confirmation, prophétie autoréalisatrice, arguments d'autorité, beaucoup d'éléments, Gérald Bronner, qui font le succès et sur lesquels se fondent les pseudosciences. Mais oui, parce qu'effectivement, quand on observe, disons, les croyances qui sont à l'œuvre dans les pseudosciences et qu'on ne les partage pas, le premier sentiment qu'on a, et qui est un sentiment qui n'est pas illégitime, c'est celui de l'irrationalité. On a l'impression qu'on a affaire à de la bêtise, voire à de la méchanceté dans certains cas, ou du cynisme économique. Tout cela peut exister, hein. Mais en tant que sociologue, ce qui m'intéresse, c'est en quelque sorte les raisons qui ne sont pas objectivement bonnes, mais qui sont, je dirais, subjectivement bonnes. C'est-à-dire que les individus, souvent, ne perdent pas leur cerveau parce qu'ils croient à des choses imaginaires. Donc, le travail du sociologue consiste, en quelque sorte, à reconstruire cet univers mental pour comprendre pourquoi les gens ont des raisons de croire ce qu'ils croient, ce qui ne veut pas dire qu'on leur donne raison. Henri Brock, sur ces premiers éléments de type biais de confirmation, argument d'autorité, qui fondent le succès des pseudosciences.
Oui, je pense que c'est effectivement la démarche qu'il faut adopter, parce que quelquefois on présente un petit peu la zététique, enfin ce qu'on a essayé nous de lancer à l'université de Nice comme une démystification des phénomènes paranormaux, mais le but c'est d'avoir les pseudosciences, on prend les pseudosciences comme un support motivant à la fois pour les enseignants et pour les étudiants ou pour le public en général, mais pour faire comprendre ce qu'est la méthode scientifique. Il faut bien voir que la très très grande majorité des personnes qui croient à ces phénomènes ou qui pensent que des pseudosciences sont validées scientifiquement, elles sont de bonne foi. Nous, c'est ce qu'on a découvert, entre guillemets, quand on a lancé ce qui s'appelait le défi zététique international, où il y avait 200 000 euros à la clé. On a été vraiment étonnés au départ que la quasi-totalité des personnes qui venaient relever le défi étaient des personnes de bonne foi qui pensaient avoir des pouvoirs. Racontez-nous ce qu'est ce défi, c'est intéressant. Et puis, peut-être dire un mot justement de l'origine de ce laboratoire de zététique que vous avez fondé. C'est vrai que zététique, entendu comme ça, on peut penser à une sorte d'émanation un peu surréaliste ou d'une situation situationniste farfelue. Pas du tout, c'est très sérieux, c'est très ancien par ailleurs la zététique également. Oui, la zététique, ça a plus de 2000 ans, c'est le grec Pyrrhon qui a enseigné ça, et c'est simplement en 82, donc en tant qu'enseignant physicien, à cette époque-là, il y avait encore un petit peu, la publicité qui était faite autour de Uri Geller, donc un gars qui prétendait tordre des clés et des cuillères avec le pouvoir de son esprit, et je me suis rendu compte qu'au niveau de nos étudiants, donc en sciences, à la faculté des sciences à Nice, eh bien, il y avait une majorité d'étudiants, donc, qui pensaient que ces phénomènes-là étaient validés scientifiquement, que c'était un acquis scientifique. Alors que parallèlement, on leur enseignait la relativité, mais il se trouve qu'en même temps, ils pensaient que la dilatation relativiste du temps, c'était une pure spéculation théorique. Donc c'est là que je me suis dit, manifestement, il y a un problème, il faut essayer de changer un petit peu la forme, en quelque sorte, de l'enseignement. Et c'est donc là que j'ai décidé de créer un enseignement de méthodologie scientifique. Et comme le terme méthodo, le terme rationalisme, tout ça, c'est vraiment connoté, et j'ai décidé de prendre un terme peu connu, un vocable peu connu, zététique, mais qui veut dire la même chose, c'est la méthodologie scientifique. Ça vient du grec zétein, ça veut dire chercher. Donc c'est défini par Littré, c'est la méthode dont on se sert pour définir la raison des choses, donc la raison ou la nature des choses. Donc j'ai pris un vocable qui poussait au questionnement, et de fil en aiguille, ça a enchaîné ensuite avec ce qu'on a appelé le prix défi international. Donc c'était c'était Jacques Théodore, donc un immunologiste qui à l'époque était au CNRS, qui offrait sur ses deniers personnels jusqu'à 200 000 euros à toute personne qui pouvait faire un phénomène paranormal qu'on n'aurait pas pu expliquer. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a reçu, donc il y a eu 264 candidats, et on a, disons, pas moins de, 4-5 candidats, pas plus, qui étaient, disons, des escrocs intellectuels qui venaient pour le chèque, mais la très très grande majorité, c'était des personnes qui venaient pensant avoir des pouvoirs, mais qui n'avaient pas les rudiments de méthodologie scientifique pour essayer de se tester eux-mêmes. Alors on va évoquer au cours de cette heure effectivement des choses qui peuvent paraître très exotiques comme la télékinésie ou l'ufologie, mais effectivement quand vous évoquiez Gérald Bronner le fait que les gens qui croient en certaines pseudosciences y croient de bonne foi, eh bien sur la palette des pseudosciences, et on va certainement fâcher ou froisser quelques auditeurs en le disant, il y a des choses qui sont aujourd'hui remboursées par la sécurité sociale comme l'homéopathie, on parle de l'ostéopathie, de la sophrologie comme des pseudosciences, donc on va essayer de définir ce champ qui est un champ très vaste. Et peut-être que pour le définir, faut-il commencer par expliquer ce qu'est une vérité scientifique et en quoi ces pseudosciences ne remplissent pas le cahier des charges de cette vérité scientifique. Alors la vérité scientifique, le problème, eh bien, c'est qu'elle échappe à une définition simple ou en tout cas rapide. Essayons tout de même d'en dresser le contour, Gérald Bronner, si vous voulez bien. Oui, là vous posez une question sur laquelle peuvent s'écharper à perte de vue des épistémologues les plus sérieux. Et donc je ne me risquerai pas à donner une définition que je demanderais d'accepter de la vérité scientifique à proprement parler, mais je rappellerai simplement que finalement la science, effectivement, c'est une méthode de sélection des idées, tout simplement. Des idées qui prétendent être descriptives, explicatives et éventuellement prédictives du réel. Donc ce sont des modèles, en fait, intellectuels qui prétendent décrire le réel. Et la science, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle opère simplement une sélection entre ces différents modèles intellectuels, et elle le fait précisément par la méthode. Et donc, il existe un autre type d'activité sociale qu'on va classer dans les pseudosciences, qui essaye de singer éventuellement ces méthodes scientifiques, ou qui essaye de singer le prestige de la science, par exemple en parlant avec une blouse blanche, tout simplement, ou pour certains scientifiques, et ça c'est plus problématique, en parlant dans des champs de compétences qui ne sont pas les leurs, par exemple, ce qui peut donner lieu aussi à de la pseudoscience. Bref, en se livrant
à des activités d'autorité qui n'ont rien à voir en fait avec la rigueur de la méthode de la sélection des idées. Parce que dans le fond, la science, c'est avant tout, on peut appeler ça d'ailleurs la zététique, on peut appeler ça la pensée méthodique, hein, cela revient au même. Et dans le fond, c'est peut-être l'héritage le plus précieux de notre humanité, parce que je pense que chaque civilisation a contribué à découvrir les méthodes adéquates pour mettre à distance les limites fondamentales qui pèsent sur la rationalité. Parce que c'est ça, dans le fond, la pensée scientifique. C'est une méthode de sélection des idées pour mettre à distance les grandes limites anthropologiques, les grands invariants qui pèsent sur la pensée. Alors, que sont-ils ? Ils sont de plusieurs ordres. Je crois qu'on n'aura pas le temps de tous les définir dans l'émission. Mais le plus connu, c'est par exemple les limites cognitives de la rationalité. N'est-ce pas ? Nous avons des intuitions. Par exemple, nous avons l'intuition, si on regarde le ciel, que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre et non pas l'inverse. Nous avons une intuition géocentrique. Et d'ailleurs, quand vous faites un sondage au niveau de l'Europe sur ces questions, vous avez immanquablement à peu près 30% des Européens qui prétendent que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Bon, ils y réfléchissent pas beaucoup. Peut-être qu'ils mettraient pas leur main à couper de cette vérité-là, mais en tout cas, leur intuition les conduit vers cela. Donc, si on se rapproche des pseudosciences, par exemple, si vous avez quelqu'un qui prétend pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire, comme lire dans une pensée ou quelque chose de cet ordre, et qu'en réalité, il a par exemple une chance sur 10 000 de pouvoir procéder à cela. Eh bien, la pseudoscience, ça va être cette technique qui va consister à mettre ce monsieur, par exemple, sur un plateau de télé et vous dire, il avait une chance sur 10 000 de faire cela, c'est donc extraordinaire, ça ne peut pas être du hasard, puisqu'il a réussi à le faire, il faut être d'une grande mauvaise foi. Eh bien, la méthode scientifique, ça consistera simplement à poser cette question, combien de fois il a essayé ? Parce que s'il a essayé 10 000 fois, il est normal qu'il ait réussi au moins une fois. Donc, vous voyez, c'est simplement une approche, parce que dans un premier temps, notre intuition nous dit c'est extraordinaire, donc ça ne peut pas être du hasard. Nous avons une mauvaise représentation du hasard, mais ça c'est juste une des facettes de nos mauvaises intuitions. C'est ce qui pose, il y a encore une fois la question de l'argument d'autorité qui est en général un mauvais argument et un mauvais signe. Vous posez aussi, Gérald Bronner, la question de la reproductibilité qui doit être normalement un des arguments qui accompagne la démarche scientifique. Peut-être, Henri Brock, pourrions-nous rajouter que la différence entre science et pseudoscience, c'est que la science n'a pas de vérité pérenne, définitive, mais fonctionne, on parle de système de régulation, on parle de système autocorrectif. Bachelard disait la vérité est une erreur rectifiée. La science passe son temps à avancer des postulats qu'elle corrige au fur et à mesure pour s'approcher d'une forme de vérité. Est-ce qu'on peut trouver une forme de distinction entre science et pseudoscience dans ce constat-là ? Oui, je pense que c'est vraiment un des points forts, justement, parce que c'est très difficile de séparer, disons, science et pseudoscience. La pseudoscience, comme disait Gérald tout à l'heure, c'est quelque chose qui est ascientifique, hors du domaine scientifique, mais qui va singer le côté scientifique, donc qui se présente comme scientifique. Et c'est dans cet aspect-là qu'elle est fortement négative. En fait, dans les champs cognitifs, il y a ce qu'on appelle les champs de recherche et puis les champs de croyance. Et dans les champs de recherche, c'est ceux qui vont peut-être évoluer même assez lentement, mais finalement qui vont petit à petit progresser, se modifier. Alors que les champs de croyance, qui couvrent aussi bien les religions, les politiques, etc., eh bien ça ne va changer la plupart du temps que finalement sous la force, la controverse, ou alors des pressions externes, ou alors une révélation divine ou quelque chose comme ça. Ça sépare bien les deux. Mais ensuite, une fois qu'on a une démarche scientifique, c'est pas parce qu'on a une démarche scientifique que le domaine sur lequel on va travailler est nécessairement scientifique. Donc on a malheureusement des pseudosciences dans lesquelles il y a des scientifiques en titre, comme disait tout à l'heure Gérald, et malheureusement c'est ça qui va donner cet aspect positif en quelque sorte. Et il y a un collègue physicien qui résumait ça assez bien, il disait que c'est quasiment impossible de trouver un seul critère précis, unique, disons, qui sépare science et non-science, et il faisait l'analogie, il disait si je prends un vol de Paris à Tokyo, eh bien par convention quelque part l'Europe finit et quelque part commence l'Asie, mais on peut pas définir un point où c'est que ça va se passer réellement. On passe pourtant bien de l'un à l'autre, mais il n'empêche que c'est difficile de dire où. La démarcation entre science et pseudoscience, c'est ça pareil, c'est complexe, donc c'est assez difficile de le donner en une seule caractéristique, mais je pense que ce que vous avez dit, c'est que la science, c'est le seul moyen de découverte de l'univers qui est autocorrectif, qui se corrige lui-même petit à petit, même lentement, mais qui se corrige lui-même. C'est pas le cas des autres. Est-ce qu'on peut peut-être aussi dire un mot important, Gérald Bronner, de la notion de réfutabilité qui échappe totalement aux pseudosciences et qui est là pour le coup normalement un garant d'une démarche et d'une méthode véritablement scientifique? Oui, alors là je ne serais pas tout à fait d'accord, justement. Alors d'accord. Je pense que les pseudosciences répondent aux critères de réfutabilité, c'est-à-dire qu'elles peuvent être réfutées. Et d'ailleurs, redites-nous en un
mot ce que c'est qu'un critère de réfutabilité. Bon, ça c'est quelque chose qui vient effectivement de l'épistémologie de Popper. Avant lui, il y avait ce qu'on appelle le paradigme, on va dire, vérificationniste, c'est-à-dire qu'on supposait qu'une vérité scientifique était établie, par exemple, en reproduisant expérimentalement X fois, 50 fois, par exemple, le même résultat, et on considérait, par logique qu'on appelle la logique inductive, que preuve était faite. Or, l'histoire, bien avant d'ailleurs Popper, ça date un peu de David Hume, l'histoire de la logique a montré qu'on ne pouvait pas administrer définitivement une preuve par la logique inductive. Par contre, on peut démontrer en effet qu'une proposition est fausse, et qu'elle est définitivement fausse. Alors, les pseudosciences, on a dit quelquefois qu'elles ne répondaient pas aux critères de réfutabilité. Alors, il faut distinguer les choses. Il y a des propositions, par exemple, comme celles qui sont faites par la psychanalyse, puisque c'était un exemple que donnait Karl Popper, qui sont irréfutables en soi, puisque tout s'explique par un inconscient qui ne peut pas être testé expérimentalement, et même lorsque vous démontrez l'inverse, c'est parce que vous êtes de mauvaise foi en raison de votre inconscient. Donc, vous voyez, ce sont des citadelles absolument imprenables, et là, on est dans le critère de non-réfutation. Mais si vous prenez, par exemple, l'astrologie, et je trouve d'ailleurs que le test qui était fait par le professeur Henri Brock à Sophia Antipolis le montre, c'est qu'on peut tester, en fait, les pseudosciences nous font des propositions en termes d'hypothèses. L'astrologie, c'est quoi ? C'est certainement pas une science, c'est pas non plus un art comme on le dit, c'est tout simplement deux hypothèses. C'est l'hypothèse selon laquelle la configuration stellaire au moment de votre naissance a un impact sur votre destin, plus ou moins probabiliste, selon qu'on est plus ou moins déterministe astrologue, ou qu'elle a un impact aussi sur votre personnalité. Et ça c'est tout à fait testable. Il est tout à fait testable statistiquement. Et ça a été testé d'ailleurs. Et ça a été testé. Et d'ailleurs, à ce titre, il y a une expérience très intéressante qui a été menée en 1978 et qui est très déstabilisante dans un premier temps pour les rationalistes. C'est un grand psychologue de l'époque qui s'est allié, c'est une alliance un peu, comment dirais-je, un peu rare, avec un astrologue qui avait une école d'astrologie, qui avait beaucoup de succès. De la carpe et du lapin, dit-on. Voilà, tout à fait. Une alliance un peu contre nature, mais ils ont bien fait de collaborer ensemble parce qu'on peut tester scientifiquement cette hypothèse. Pourquoi ne le ferait-on pas ? Et donc la question, puisque ce psychologue avait mis au point des tests psychologiques, notamment sur l'externalité, l'internalité, sur la névrose, etc., savoir si cette typologie psychologique correspondait aux signes astrologiques. Et surprise, quand ils ont fait ces tests, il y avait une correspondance très forte. Par exemple, les lions étaient effectivement très extravertis, donc il y a eu des publications. Les astrologues, évidemment, ont sauté de joie, et le milieu rationaliste a été pendant un temps déconcerté, jusqu'à ce que quoi ? Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'en réalité, ceux qui avaient passé ce test étaient des élèves de l'école de l'astrologue, c'est-à-dire qu'ils avaient intégré le récit déterministe que propose l'astrologie. Et donc, il convenait de tester cette hypothèse d'une autre façon, en faisant passer ce test, en levant cette variable, avec des gens qui ne connaissaient pas la thèse astrologique. Et on l'a fait de multiples manières, et à chaque fois, on a vu qu'il n'y avait pas de corrélation. Donc vous voyez, on peut avancer avec le critère de réfutation, et il faut le faire d'ailleurs, dès lors que les pseudosciences avancent des hypothèses qu'elles prétendent être testables. Henri Brock, sur cette question de la réfutabilité. Oui, je vois pas grand-chose à ajouter de plus. Effectivement, à partir du moment où les revendications sont testables, là, dans l'astrologie, ça le montrait bien. Je pense qu'effectivement, il faut mener des tests, et il faut montrer que finalement, avec des petites expériences simples, finalement avec du ruban adhésif et de la ficelle, on arrive à faire des expériences pas très compliquées et qui permettent vraiment de trancher dans un sens ou dans l'autre. Le premier point, c'est chaque fois qu'il y a quelque chose de pseudo-scientifique qui est revendiqué, c'est de bien d'abord essayer de vérifier le phénomène, de vérifier l'existence du phénomène. C'est un peu la dent d'or de Fontenelle. C'est-à-dire il faut s'assurer de l'existence d'un fait avant d'en rechercher la cause. Et ça, c'est vraiment un des principes de base. Essayer par des petites expériences déjà de déterminer si le phénomène revendiqué, il est valide ou non. Et ensuite, on pourra commencer à chercher une explication. Par exemple, là, dans le cas de l'adéquation de l'astrologie, eh bien, il s'est trouvé que c'était simplement parce que c'était les élèves de l'astrologue. Donc, c'est toujours, il peut y avoir une variable cachée, quoi, comme ça, en quelque sorte. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, ça amène à découvrir pas mal de choses. D'ailleurs, ce qu'on appelle l'effet Forer en psycho, il est basé sur des textes d'astrologues. L'effet Forer, vous pouvez nous préciser ce que c'est, s'il vous plaît ? L'effet Forer, c'est en zététique, on appelle ça l'effet puits, tout simplement, parce qu'un puits, c'est creux, et donc on dit, au plus des phrases sont creuses, au plus elles seront reçues comme étant vraies par la personne à qui on va l'adresser, en quelque sorte. Ce qui est utilisé typiquement en astrologie pour des phrases générales dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître. Exactement, c'est-à-dire on caresse dans le sens du poil, et on fait des phrases, par exemple, je vais vous dire, vous êtes fort, et automatiquement, la personne qui va entendre cette phrase, elle va y ajouter les circonstances qui vont faire que cette phrase sera juste. Quelqu'un dira, oui, il a raison, je suis fort en mathématiques,
mathématiques, l'autre il va dire ben oui, il a raison, je suis fort en gymnastique, l'autre, etc. C'est-à-dire la personne entend une phrase qui est creuse, elle apprend pour elle-même et elle ajoute les circonstances qui font que cette phrase sera vraie pour elle. Donc du coup, la crédibilité du texte augmente complètement, quoi. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h20 sur cette petite musique presque magique, dirions-nous, concoctée par notre chère réalisatrice Elisabeth Miro. Nous parlons des pseudosciences tout au long de cette heure en compagnie de Gérald Bronner et en duplex depuis les locaux de nos confrères de France Bleu Azur à Nice avec Henri Brock. J'aimerais vous poser la question tout de même du régime des pseudosciences. Parce que si on peut dire qu'il peut y avoir des consensus très très larges autour de pseudosciences très fantaisistes, on peut penser à la psychokinésie, à l'ufologie. En revanche, ce consensus-là se réduit et aujourd'hui, comme je le signifiais tout à l'heure, on est dans des zones grises concernant un certain nombre de sciences ou de pseudosciences qui sont en tout cas reconnues comme telles, pour ne citer que l'homéopathie, la sophrologie, l'ostéopathie, qui sont reconnues en tout cas, ou pour lesquelles il y a un consensus de la communauté scientifique pour les reconnaître comme des pseudosciences. Est-ce que on peut parler de différence de régime et comment appréhender cette différence de régime auprès du grand public, Gérald Bronner? Mais moi, je pense, comme je l'ai dit, qu'il n'y a pas de raison que ces propositions ne soient pas testées de la même façon. En quelque sorte, on ne peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre. Si on veut être dans le régime des médecines conventionnelles et donc accepté par la science en tant que telle, par l'orthodoxie de la science, on doit accepter les épreuves de sélection sur ce marché des idées, ce qu'on appelle un marché cognitif. Et si on prend le cas de l'homéopathie, par exemple, c'est intéressant. L'homéopathie, elle fait des propositions qui sont testables. Elle dit qu'en prenant des choses fortement diluées, on obtient un effet thérapeutique qui est sensible d'un point de vue statistique. Eh bien, très bien, testons cela. Il se trouve que ça a été testé. Et à ma connaissance, l'homéopathie n'a jamais fait la preuve de son efficacité au-delà de ce qu'on appelle l'effet placebo, qui est un effet connu, qui est donc un effet positif, qui entraîne un pourcentage de guérison, d'amélioration thérapeutique quand l'individu croit qu'il a pris en effet un médicament. Donc pour faire la preuve de son efficacité, l'homéopathie devrait pouvoir faire mieux que le placebo, et ce n'est pas le cas. Et ce qui est le cas pour ce que l'homéopathie appelle l'allopathie, c'est-à-dire pour la médecine conventionnelle, en fait, tous les médicaments doivent faire preuve qu'ils font mieux que l'effet placebo pour obtenir absolument. Sinon, des publications et des mises sur le marché. Voilà. À ma connaissance. C'est ça. Bien sûr. Ce qui n'est pas le cas de l'homéopathie, qui elle est mise sur le marché. Par ailleurs, en France, c'est une particularité française, remboursée à hauteur de 30% par la sécurité sociale, Henri Brock. Ouais. Et mise sur le marché sans AMM, sans autorisation de mise sur le marché, justement. Un mot tout de même, parce que là, il y a une responsabilité étatique, des pouvoirs publics sur le fait de continuer à entretenir une filière pseudo-scientifique comme l'homéopathie, et voilà, et qui plus est sur une partie des comptes de l'État, puisque 30% encore une fois des frais sont remboursés par la sécurité sociale. Henri Brock, sur cette question-là. Oui, là, ça serait plus une partie, disons, économique et qu'il faudrait certainement regarder. Il faut voir la puissance, disons, des laboratoires pharmaceutiques, Boiron et autres qui sont derrière. Il faut voir ce que ça impliquerait pour la sécurité sociale et tout. Et je pense que c'est ça que certains dirigeants préfèrent éviter, justement, de dire que les tests ont bien montré qu'effectivement, il y avait rien derrière, que c'était juste un effet placebo un petit peu optimisé, quoi. Parce que la revendication, c'est est-ce que ça marche? Alors, souvent, les gens pensent que quand on cherche à démystifier, on prétend que ça marche pas. Non, ça marche, mais pas pour les raisons qui sont revendiquées. Donc il n'y a pas de principe actif à l'intérieur et zéro principe actif, et ça marche quand même. C'est un effet placebo optimisé, et ça a été démontré. Et il se trouve que ça devrait pas être remboursé normalement par la sécurité sociale, mais là c'est aux politiques vers lesquelles il faudrait se retourner, quoi. Gérald Bronner. Ouais, le problème en plus, c'est que l'homéopathie, on pourrait dire après tout, ça fait pas de mal si ça fait du bien à certains qui y croient. Bon, ok. C'est vrai pour l'homéopathie, c'est vrai pour la sophrologie. C'est vrai pour les astrologues, pour tout. C'est l'argument. Ça peut quand même détourner des gens de passer à des produits actifs. C'est ça le problème, c'est que cette croyance-là en l'homéopathie, en l'efficacité de l'homéopathie, elle s'insère parfois dans un puzzle un peu plus vaste qui vise finalement à disqualifier, à discréditer la médecine conventionnelle. C'était une des pièces du puzzle. Et puis on peut passer ensuite à d'autres types de pseudothérapie ou de thérapie dite alternative, pour pas les appeler pseudothérapie. Vous voyez, ça aussi, le langage peut être une ruse pour éviter la sélection des idées du marché de la science. Et dès lors, dans le pire des cas, évidemment, on peut trouver des propositions intellectuelles, notamment sur le marché des idées religieuses,
religieuses, mais pas seulement, qui vous proposent de vous abstenir, dans le fond, d'user la médecine conventionnelle et d'utiliser plutôt des médecines de type alternative, y compris dans le cas très grave du cancer. Et là on se trouve face à des croyances qui sont tout simplement mortifères, qui sont létales. Et il y a des morts, sans doute chaque année en France, qui sont la conséquence de la diffusion de ces croyances inconséquentes. On pense par exemple, pour un cas qui est devenu maintenant typique en France, c'est un drame, c'est les croyances qui se diffusent contre les vaccins, qui se méfient des vaccins et qui s'adossent du coup à ce type de croyances qui en quelque sorte discréditent la médecine conventionnelle, n'est-ce pas? Une actrice célèbre encore très récemment, je crois sur les chaînes publiques, voilà, pour ne pas la citer, a déclaré une série d'âneries sans être vraiment ni contredite ni interrompue. Donc ça fait un mal terrible, car aujourd'hui la France est le pays qui est enregistré, qui est au sommet de la méfiance envers les vaccins. C'est quand même un paradoxe pour un pays qu'on a présenté comme étant cartésien. Et Pasteur, 9% des Français se méfiaient des vaccins au début des années 2000. Ils sont plus de 40% aujourd'hui. 41% selon les derniers. Voilà, donc c'est dramatique, parce qu'évidemment, là, en termes statistiques, on peut s'attendre à ce que dans les générations futures, il y ait toute une série de victimes des croyances inconséquentes de leurs parents. Et je précise que nous allons consacrer une émission très prochainement aux questions liées à l'obligation vaccinale puisque le nombre de vaccins obligatoires a été porté à 11 par l'actuel ministre de la Santé, ce qui a fait un certain nombre de débats. Nous allons essayer d'en débattre sereinement autour de cette table dans une dizaine de jours. Henri Brock, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Gérald Bronner ? Sur le thème de l'homéopathie directement Oui, non, mais surtout sur. Je voudrais qu'on insiste un peu sur cette différence de régime et sur l'acceptabilité sociale d'une partie de ces pseudosciences qui finalement s'est très bien insérée dans la société. Alors avec les conséquences dramatiques que notait Gérald Bronner quand effectivement les médecines dites alternatives se substituent à la médecine conventionnelle. Mais lorsqu'on parle de médecine complémentaire, lorsqu'on parle de naturopathie pour accompagner une longue maladie ou une maladie chronique, finalement, quand ça ne fait pas ces dégâts-là, quel est le mal ? Pour poser une question bête ou simple. Le mal il y est, c'est ce que disait Gérald tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi un problème de vocabulaire, c'est-à-dire qu'on utilise très souvent ce que nous, en zététique, on va appeler un effet paillasson, c'est-à-dire où on désigne un objet ou une chose par un nom qui en réalité désigne autre chose. Et là, c'est vrai que déjà la typologie qui est faite, du style médecine alternative, médecine douce, etc., comme si la médecine, disons, dite scientifique, ou la médecine scientifique, elle serait nocive, méchante, agressive, etc. Donc, et ça, malheureusement, il y a une grosse responsabilité des médias, donc à savoir radio, télé, etc., qui malheureusement dans leur majorité laissent passer ce type d'informations, ou quelquefois des émissions. Un exemple qui me vient à l'esprit, Arte, chaîne culturelle par définition, en tout cas revendiquée comme telle. La première émission lors de son ouverture sur le réseau hertzien, la toute première émission, pas la deuxième, la troisième ou la quatrième, la toute première émission, c'était sur les pyramides, les maquettes de pyramides de pyramide de Khéops, qui peuvent aiguiser les lames de rasoir et momifier la viande. Donc sous le chapeau sciences et techniques. Première émission de cette chaîne dite culturelle, c'était un délire parapsychologique total, un délire pseudo-scientifique. Donc on voit qu'il y a un problème au niveau des médias, et donc après c'est presque normal qu'on se trouve un niveau de croyance élevé au niveau de la population, à partir du moment où l'information, elle est, potentiellement délétère. Parce que pour qu'un esprit critique puisse s'exercer correctement, il faut premièrement qu'il soit informé, et qu'il soit informé correctement. Donc il n'y a pas que l'information qui compte, il y a aussi la nature de l'information, la qualité en quelque sorte de l'information. Et malheureusement, à l'heure actuelle, c'est pas vraiment le cas. Donc ce qu'il faudrait, c'est que, disons, la méthodologie scientifique soit enseignée dès les toutes petites classes. C'est au niveau de l'éducation, à mon avis, qu'il faut vraiment essayer de faire, disons, la popularisation de la science et de sa méthode. Alors, puisqu'on pointe la responsabilité des médias, on va rester là-dedans, et justement pour continuer à souligner cette zone grise ou cette zone tampon entre science et pseudoscience, et puis on interrogera évidemment tout à l'heure également la responsabilité des scientifiques. Écoutez. Et si réussir son bac était tout simplement une question de méthode? Vous allez essayer de penser clairement, de clarifier dans votre tête ce que vous voulez pour le bac. N'oubliez pas de respirer. Dans ce lycée de Haute-Savoie, ces candidats au bac ont recours à la sophrologie pour dominer leur peur des épreuves. Cette médecine douce combine méditation et relaxation. Et puis vous pouvez laisser venir. Ça développe quelque chose, et on réussit vraiment à avoir une bonne estime de soi, quoi. On a eu les euros blancs il y a une semaine, et quand on perd nos moyens,
juste avant de passer l'oral, j'ai essayé de faire quelques exercices de respiration afin de prendre un peu confiance, quoi. 10 € les 8 séances, ces cours proposés aux élèves de première et terminale affichent complet. Voilà, reportage qui date de 2006. C'est une archive du journal de France 2. Peut-être une réaction à ça. On voit que, mine de rien, cette publicité qui est faite aux pseudosciences dans les médias généralistes ainsi que dans les médias spécialisés, elle répond aussi finalement à une demande, à une attente, à une pratique. Ça veut dire qu'il ne faut pas en rendre compte du tout. Est-ce qu'il faut pointer le fait que ces pratiques-là ne sont pas des pratiques scientifiques? Comment appréhender le discours public autour de ces pseudosciences, Gérald Bronner? Oui, le problème, c'est qu'on le voit bien, les pseudosciences prétendent souvent rendre des services que la science ne peut pas rendre. C'est en ça qu'elle essaye de concurrencer, par exemple, les médecines traditionnelles, les médecines conventionnelles, quand elles propose par exemple de vous guérir, par exemple quand il n'y a plus d'espoir. On peut comprendre qu'il y ait une tentation de se retourner vers ces stratégies alternatives, ne serait-ce que j'ai plus rien à perdre. Là, dans le cas du stress que constitue l'examen, la gestion de l'incertitude, il n'y a aucune, si vous voulez, science, mis à part à prendre des calmants ou que sais-je, ce qui n'est pas forcément conseillé peut-être quand on va préparer un examen. En fait, aucune technique ne vous permet de maîtriser les zones d'incertitude. Et vous remarquerez que ces pseudosciences, que ce soit l'astrologie, la voyance ou que sais-je, ou des techniques type sophrologie ou autres, elles vous proposent souvent de gérer des zones d'incertitude que ne peuvent pas gérer les sciences conventionnelles. Et le drame, c'est que, encore une fois, quand on prétend avoir des effets, encore faut-il pouvoir le mesurer par des méthodes conventionnelles. Si c'est le cas, alors cela peut permettre d'ailleurs de faire progresser la pensée scientifique. La science ne sait pas tout, il y a encore des tas de zones, disons, de non-connaissance et d'inconfort, et c'est précisément sur ces zones-là que jouent les pseudosciences, en disant oui, mais rappelez-vous, c'est l'effet Galilée ou autre, rappelez-vous, il était tout seul contre les autres, etc. Et finalement... L'effet Galilée, c'est un autre biais cognitif qui se fait se poser un individu en victime de la collectivité, voilà, comme Galilée a été victime, voilà. Sauf que ça inverse le paradigme. Sauf que c'est inversé le paradigme, puisque Galilée était scientifique et que ses détracteurs étaient pour le coup des religieux. C'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on a raison. Je veux dire, c'est pas parce que quelquefois des minoritaires ont eu raison contre tous que dès qu'on est minoritaire, on a raison. C'est un paralogisme total. Donc voilà, une des raisons du succès des pseudosciences, faut pas l'oublier, c'est qu'elles rendent des services que ne peuvent pas rendre la science, mais le problème c'est que c'est souvent un jeu de dupes, évidemment, parce que ces services-là ils sont payants, on pourrait dire que c'est pas très cher, mais ils sont quand même payants, puis ça peut nous faire nourrir des espoirs qui sont infondés, c'est-à-dire quelqu'un qui se mettrait à la sophrologie sans réviser très très sérieusement ses examens pour passer le baccalauréat, se tromperait de stratégie. Henri Brock, un mot aussi pour dire que ces pseudosciences s'insèrent également, et on le voit de plus en plus aujourd'hui, et certainement Gérald Bronner l'évoquait tout à l'heure autour par exemple de la défiance sur la vaccination, dans un scepticisme toujours grandissant autour du discours scientifique et autour des discours des scientifiques et des chercheurs. Est-ce qu'il n'y a pas, dans le succès que connaît aujourd'hui, le regain d'intérêt que connaissent aujourd'hui ces pseudosciences, aussi des responsabilités à aller chercher du côté du monde de la recherche, voire des universitaires? Oui, je pense que oui. Je pense que manifestement, on va pas appeler ça le phénomène de la tour d'ivoire, mais ça touche un petit peu ce genre de questionnement. C'est-à-dire que manifestement, il n'y a pas assez de scientifiques, de chercheurs qui décident d'aller un petit peu en quelque sorte dans l'arène et d'essayer d'expliquer un petit peu, de vulgariser un petit peu leur recherche, ou également de s'attaquer entre guillemets, aux pseudosciences. C'est-à-dire, c'est Darwin qui disait déjà que supprimer une erreur, c'est aussi utile et parfois même meilleur que d'établir une nouvelle vérité. Donc le problème, c'est que on est dans une démarche à l'heure actuelle où, grosso modo, c'est publier ou périr. Donc ça veut dire que les chercheurs restent confinés dans leur labo et vont gratter du papier pour essayer de faire des publications. Et donc la probabilité qu'ils passent une partie de leur temps pour faire de la vulgarisation scientifique, de la diffusion de la culture scientifique, devient très très faible. Donc là, il y a vraiment une responsabilité des scientifiques, des chercheurs, mais il y a également une responsabilité des politiques. Parce que si au niveau, par exemple, je vais prendre l'enseignement supérieur pour comparer enseignement supérieur et CNRS. Au CNRS, vous avez des sections qui sont transdisciplinaires, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, peut travailler dans différentes disciplines et faire de la vulgarisation, de la bande dessinée, etc. Et ça peut être pris en compte dans son activité, alors que c'est pas le cas pour nous enseignants du supérieur. Donc il suffirait de créer, par exemple, une section transdisciplinaire
faire dans l'enseignement supérieur et de faire reconnaître comme activité les activités de vulgarisation. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aurait peut-être plus de chercheurs qui se mettraient effectivement à faire de la diffusion de la culture scientifique et technique. Donc il y a un double aspect. Il y a un aspect, disons, responsabilité des chercheurs eux-mêmes, et puis un aspect responsabilité, disons, de la, comment on pourrait dire, de la politique, disons, de l'enseignement supérieur, de la recherche. Un mot peut-être également sur les récents scandales. On peut par exemple penser au gros papier de Science qui a montré que sur 100 papiers publiés, alors c'était particulièrement dans le domaine de la psychologie certes, mais il y a eu d'autres scandales depuis, il y en avait 60% qui n'étaient pas réplicables, reproductibles, de voir que de plus en plus, on a quelques scandales en France comme à l'étranger, des chercheurs qui publient et dont les publications doivent être retirées, dépubliées 2-3 ans parce qu'il y a eu trucage, parce que les revues à comité, ont été inventées, les revues à comité de lecture se font acheter, notamment en Asie. Enfin, est-ce que là aussi, il faut pas un peu balayer sous son propre paillasson et se dire qu'il y a un problème aujourd'hui dans la démarche scientifique, dans la méthode scientifique, dans la course à la publication, dans la difficulté et la complexité à reproduire un certain nombre d'essais, d'expériences publiées, Gérald Bronner ? Mais certainement, ce serait quand même très paradoxal qu'on exonère la science de sa méthode de sélection des idées. Elle est avant toute autre pratique sociale, elle est la première comptable de ces méthodes. Simplement, je dirais le dessin n'est peut-être pas aussi catastrophique que ça. Il y a d'abord ce que Henri Brock a bien souligné, une injonction à la publication, le publish or perish, qui augmente, dont on a beaucoup parlé ici, augmente globalement le volume de publication et mécaniquement fait baisser la qualité moyenne de cette publication, parce que ça augmente notamment les supports de publication, qui sont des supports de publication opportunistes, dont dans certains cas qui sont seulement gérés même par des robots. Et donc on peut même publier, dans le pire des cas, des articles qui ne signifie strictement rien, c'est aucune langue, ça a été fait. Ça a été fait par un chercheur. Pour me faire l'avocat tout de même de tout cela, je considère comme plutôt une bonne nouvelle le fait qu'il y ait des articles qui soient retirés de la publication. Ça prouve précisément que la science n'est pas une pseudo-science, qu'elle est capable, comme on le disait au début de l'émission, d'autocritique et de se rendre compte qu'après 2 ou 3 ans de publication d'un article, que en fait la méthode n'a pas été respectée, ou que les résultats ont été mal interprétés, ou voire truqués aussi dans certains cas. Il n'y a pas de raison de croire que la communauté scientifique soit plus vertueuse que les autres communautés humaines. Il y a des escrocs dans cette communauté, il y a des menteurs, il y a des gens qui font des erreurs aussi, tout simplement de bonne foi, et puis il y a des choses qui sont provisoirement vraies et qui méritent d'être réfutées, parce que c'est ça la science. Henri Brock, sur ce sujet-là ? Oui, je crois que c'est exactement ça. On a des exemples, par exemple. Il faut aussi penser qu'il y a des revues qui sont, on parle de revues, par exemple la revue Nature, c'est la revue scientifique, disons, la plus cotée entre guillemets, mais c'est quand même une revue, et c'est une revue commerciale, c'est pas une revue de scientifiques, c'est pas une revue d'un comité scientifique. Donc, quand il y avait eu l'affaire Uri Geller, il se trouve qu'il y a 2 physiciens qui ont publié un article dans la revue Nature qui attestait des pouvoirs de Uri Geller. Quelques années après, en 88, on a eu l'affaire de la mémoire de l'eau, mais dans les 2 cas, ce que les gens oublient, c'est que le rédacteur en chef, il avait fait un édito, chaque fois dans les 2 cas, pourtant c'était pas le même rédacteur en chef, il avait fait un éditorial dans lequel il expliquait que ses expériences étaient floues, naïves, je cite, c'était vraiment ça qu'il disait, quoi. Donc finalement, ça a été publié, mais c'était déjà démystifié dans l'éditorial. Sauf que malheureusement, la publicité qui a été donnée derrière, ils ont oublié l'édito, et les dépêches d'agences n'ont repris que les gros titres qui portaient sur les soi-disant pouvoirs démontrés ou sur la mémoire de l'eau, quoi. Et donc, c'est pas facile de faire passer aussi le côté, disons, publication non conforme, ou données non conformes, ou données pas scientifiquement saines, comme le disait un collègue. Un mot aussi rapidement, et puis on passera à la partie et à la question de la façon dont ces pseudosciences se répandent sur Internet, et comment construire son discours contre ces pseudosciences pour essayer de les réfuter précisément. Un mot tout de même sur l'entrée de ces pseudosciences à l'université. C'est pas rien symboliquement. Alors, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais selon les informations qu'on m'a fournies pour préparer cette émission et que je transmets ici, à l'université de Lille 2 proposerait une formation en sophrologie, en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Symbiophy. Une formation également en homéopathie à Paris 13. C'est problématique, Gérald Bronner. C'est tout à fait problématique. Je pense même dans certaines facs de médecine, si j'ai bien lu un certain nombre d'articles. Je me suis pas penché vraiment sur ces questions. Peut-être qu'Henri Brock aurait plus de choses à dire sur
sur ce point, mais il est en effet avéré que les universités, pour des raisons souvent économiques, montrent quelquefois des diplômes qui sont attractifs, mais pour de mauvaises raisons. Henri Brock, sur ce sujet ? Oui, je pense que malheureusement ça s'est fait. Ça a démarré essentiellement par des facultés de médecine. Nous, on a vu les enseignements au début, je crois que c'était de mémoire, c'était à la faculté de Bobigny où les premiers enseignements ont commencé sur homéopathie, acupuncture, donc les médecines dites parallèles. Et en jouant l'ambiguïté, toujours pareil, sur ce qui est un diplôme, disons, local d'université, enfin qui correspond pas à ce qu'on appelle les DU maintenant, mais à l'époque un petit diplôme, il y a rien, pas péjoratif, mais ça veut dire que c'est un diplôme qui n'a pas de valeur nationale, ils jouaient là-dessus, mais pour les gens, ce que les gens entendent, c'est qu'il y a effectivement les diplômes d'université, donc des diplômes réputés être des diplômes nationaux qui vont donc reconnaître la validité de ces pseudo-médecines, quoi. C'est ça le problème, c'est que pour des raisons, disons, économiques locales ou de croyances d'un dirigeant d'une université, on accepte de valider ou de faire une pseudo-validation de pseudosciences, en fait, tout simplement, alors qu'il suffirait, c'est simplement on pourrait très bien faire de l'enseignement là-dessus, mais en expliquant ce qu'il y a derrière, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'un placebo, qu'est-ce que c'est qu'un placebo optimisé, qu'est-ce que c'est qu'un double aveugle, comment il faut faire les tests pour que réellement on puisse conclure de manière sérieuse, etc. Et ça serait beaucoup plus intéressant, je pense, à la fois pour les enseignants et pour les étudiants. Bon, ça serait peut-être moins attractif, donc à mon avis, c'est plus des critères économiques qui vont jouer dans ce cadre-là, quoi. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Que croyais-tu voir dans la rue quand tu m'as croisé cette fois-là? Que voyais-tu dans mon regard écru? Tu ne voyais que toi là. Que croyais-tu? Que pensais-tu? Que voulais-tu de moi là? Qui pensais-tu tirer entre deux rues, tirer entre deux beaux draps là? La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. J'ai cru pouvoir le voir en moi, j'ai cru pouvoir la saisir en toi, j'ai cru pouvoir le voir en moi, j'ai cru pouvoir la saisir en toi, j'ai cru pouvoir le voir en moi, j'ai cru pouvoir la saisir en toi, j'ai cru pouvoir le voir en moi, j'ai cru pouvoir la saisir en toi. De soir en soirée, regarde dévaler ceux qui l'ont croisé, n'ont vu qu'un regret, bien habillé d'un regard de chat, de quelques pas narquois, d'un rire de cinéma, qui au fond disait, la vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, c'est tout un programme que nous essayons de parcourir au long de cette heure, puisque nous parlons de science et de pseudosciences dans cette émission de la méthode scientifique. C'était évidemment François and the Atlas Mountain, évidemment ou pas d'ailleurs, c'était tout court François and the Atlas Mountain. Nous en parlons ici en Paris à la Maison de la Radio avec Gérald Bronner, professeur de sociologie à l'Université Paris Diderot, et en duplex depuis Nice, depuis les studios de nos confrères de France Bleu Azur avec Henri Brock, qui est professeur de physique et de zététique à l'Université de Nice, Sophia Antipolis. Alors, entre les sciences et les pseudosciences, eh bien, ça n'est pas une surprise, la guerre est déclarée depuis longtemps, mais ça a pris un tour et un essor tout particulier sur le champ de bataille virtuel qu'est Internet. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous qui êtes un adepte des sites complotistes les plus obscurs, vous êtes allé voir quelqu'un que l'on connaît bien ici à Méthode Scientifique, il s'agit de Pierre Kerner, non qu'il soit lui complotiste, loin s'en faut, mais il fait partie d'une bande de débunkers. Qu'est-ce que c'est que les débunkers, Antoine ?
Les débunkers, c'est ceux qui vont démystifier ces pseudosciences. Pierre Kerner, c'est le fondateur des collectifs Vidéosciences et Strip Science, aujourd'hui réunis au sein du Café des Sciences. Il est par ailleurs le créateur du blog de vulgarisation scientifique Strange Stuff and Funky Things. Il nous explique comment s'organise cette communauté de vulgarisation scientifique sur Internet et surtout comment s'effectue la validation des contenus proposés par environ 120 contributeurs, qu'ils soient blogueurs, dessinateurs ou vidéastes. On a ensuite été rejoint dans notre conversation par Quark, c'est un pseudonyme, qui anime la chaîne de vidéo YouTube Myceliums, une chaîne qui fait partie de Vidéosciences et qui s'est placée sous le signe justement de la zététique. Quark s'applique à déconstruire point par point les discours et contenus pseudo-scientifiques qui circulent sur Internet et ça ne va pas sans certaines réactions agacées du côté des amateurs de ces pseudosciences. À l'époque de Vidéosciences, plateforme satellite, on faisait une petite vérification du contenu, c'est-à-dire que pendant un mois, les personnes regardaient un tout petit peu le contenu et vérifiaient que, en gros, on n'est pas du contenu en dehors de la science. C'est-à-dire, on vérifiait la validité du contenu scientifique. Pour le Café des Sciences, il y a une plus-value, c'est-à-dire que on est aussi une communauté, donc une association, et du coup, on essaie non seulement de voir le contenu, mais aussi de voir si les individus adhèrent un tout petit peu à la vulgarisation, à certaines pratiques, et c'est un vote cette fois-ci qui permet de savoir s'il y a agrégation ou non du nouveau contributeur. Vous pratiquez quelque chose que je trouve vraiment très intéressant et qui est assez nouveau, c'est ce qu'on appelle le peer videoing, un peu à la façon du peer reviewing, enfin le fait que les textes d'articles scientifiques soient relus par les pairs. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu comment ça marche et surtout l'importance de ce peer videoing? Donc c'est un peu les comités de pairs qu'on a dans les revues comités justement de lecture chez la communauté scientifique. On a ce système-là et comme la plupart des personnes qui sont du Café des Sciences ont une connaissance ou vivent, sont des enseignants-chercheurs ou des chercheurs du monde scientifique, il y a un peu cette pratique académique assez courante et qu'on a essayé de mettre en œuvre pour la vulgarisation. Alors c'est totalement volontaire, c'est-à-dire qu'on n'oblige personne à le faire et on n'oblige personne à faire ces vérifications. Ça permet d'une certaine manière que ce soit une base de volontariat de cette pratique, qui permet de faire la relecture de scripts, qui fait la relecture de billets de blog, de projets divers et variés, juste des questions parfois. Donc là, la communauté, en fait, elle reflète la communauté scientifique qui est sollicitée pour pouvoir justement vérifier, au même titre que des articles scientifiques très très pointus, le contenu de ce qui est avancé. Donc en fait, on imite très, très clairement ce qui se fait déjà en académie. Voilà. Ouais. Donc là, il y a Quark Up qui est là. Super. Donc on l'appelle ? Ouais. Oui. Bonjour. Hello. Ah, bonjour. Voilà, ça marche beaucoup mieux déjà, et maintenant c'est beaucoup mieux. Pour commencer, j'aimerais savoir comment vous avez créé la chaîne Myceliums et pourquoi vous vous êtes lancé dans une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique. Le but de la chaîne, en fait, c'est de faire un contrepoids par rapport à toutes les chaînes qui présentent des choses extraordinaires sans jamais rien prouver et qui appâtent plein de gens qui se demandent, qui se disent mais c'est extraordinaire, c'est génial. Et en fait, le but, c'est vraiment de dire, est-ce que ces gens s'expriment de façon honnête? Est-ce que ces gens disent les choses de façon tout à fait transparente? Parce que le problème, c'est que dans un repas de famille, dans un dîner ou même à la cafétéria, quand on prend le café le matin, quand quelqu'un affirme quelque chose parce qu'il l'a entendu sur Internet ou il l'a entendu à la radio ou autre, on n'a pas les moyens de dire « Attends, je vais les vérifier si ce que tu dis est vrai ». Et le but de ma chaîne, c'est de montrer que quand on écoute le discours de quelqu'un, on peut déjà identifier des problèmes dans la manière de justifier ce que la personne est en train de dire et qu'on peut très bien signaler « Mais là, tu es en train d'utiliser un argument rhétorique qui est pas terrible et finalement, tu as peut-être raison, mais il vaudrait mieux le dire d'une manière qui sonne moins faux ». Et le but de ma chaîne, c'est de donner aux gens le réflexe de penser « Est-ce que ce qu'il dit, il le dit de façon honnête, il le dit de façon juste, ou est-ce que finalement on a peut-être le droit d'avoir un doute et de rester très prudent sur ce qu'on entend et de ne pas tout acquiescer bêtement et de se dire c'est peut-être vrai, mais je prendrai le temps d'y réfléchir plus tard. Pourquoi vous avez choisi comme plateforme YouTube? Après tout, vous auriez pu créer un blog, mais pourquoi YouTube en particulier? Alors, la raison de YouTube est très simple. S'il y a énormément de chaînes qui existent, qui font de la désinformation, qui font de la pseudoscience, c'est des chaînes qui existent sur YouTube. YouTube brasse beaucoup de monde. Les gens ont YouTube sur leur téléphone, s'échangent des vidéos YouTube. Maintenant, de plus en plus Facebook, donc ça sera à réfléchir. Mais le but, c'est vraiment de donner un contre-argument et de dire aux gens, si vous vous demandez si c'est vrai,
Moi, je suis là pour vous montrer que c'est peut-être pas vrai, et à vous de considérer ce que vous trouvez le plus juste, et j'essaie d'avoir les meilleurs arguments, enfin d'expliquer, de décortiquer pourquoi ce que les autres disent n'est pas juste. Mais le but, c'est vraiment de toucher les gens qui sont indécis, qui reçoivent les discours conspirationnistes, qui reçoivent les discours pseudosciences, qui reçoivent les pseudomédecines, et qui ne savent pas encore trop quoi en penser, mais qui pourraient être tentés de penser que ce qu'ils ont entendu par rapport à tout ce qui est en rapport avec la pseudoscience est vrai. Et du coup, pour combattre, c'est un bien grand mot, mais pour donner un contre-argument aux chaînes qui sont sur YouTube, je me suis mis là où ils sont. Sur quelle vidéo, par exemple, vous avez reçu vraiment des commentaires assassins ? La vidéo avant celle que j'ai sortie, la dernière vidéo qui est sortie, c'était celle sur le random bullshit language, où j'essayais d'expliquer que finalement dans le discours, des fois on fait passer des choses pour techniques, alors que finalement c'est du vent, et du vent technique ça reste du vent. Et celle-là, c'est celle qui a été au début un peu mal prise, enfin qui a été plutôt très bien accueillie, mais la dernière qui a été vraiment mal prise et où je me prends beaucoup de critiques, c'est la dernière qui est sortie sur les chercheurs de vérité, où finalement je parle de Grimaud et de Poyard, et le problème c'est que ces gens-là, je peux pas vraiment les attaquer pour ce qu'ils font, parce que j'ai pas vu leurs films qui ne sont pas encore sortis, bien sûr, les prochains films, j'ai pas vu les résultats des non-analyses de Thierry Jamin sur ces momies extraterrestres. Du coup, je peux pas lui dire ton analyse est foireuse parce que y a pas d'analyse pour l'instant. Donc tout ce que je peux critiquer, c'est la manière dont il met ça en scène pour collecter un maximum d'argent auprès de son public, et finalement ces gens-là collectent énormément d'argent en se faisant passer pour scientifiques. Et les gens me critiquent surtout en disant mais les chercheurs de vérité ont autant de droit de chercher. Et le problème, c'est que ces gens-là, alors il y en a certains qui le font tout à fait de façon intelligente, et je prends le temps de leur répondre. Il y en a aussi qui le font de façon pas du tout intelligente, qui m'insultent. Ces gens-là, je me dis juste, ils aiment pas mon travail parce que je remets en cause leur vision, comme quoi la science est dogmatique, comme quoi la science refuse d'avoir de l'ouverture d'esprit. Et comme je remets en cause cette vision, eh bien ils m'attaquent parce que eux sont convaincus que la science est dogmatique, et par conséquent, c'est pas eux que j'essaie de convaincre à travers mes vidéos. C'est pas ceux qui sont déjà convaincus que la science a tort quoi qu'il arrive, parce que la science a tort, ça ne veut rien dire du tout. Mais c'est plutôt tous ceux qui doutent, qui sont pas sûrs, qui sont pas encore convaincus. Voilà, Internet, chambre d'écho des pseudosciences et d'un certain nombre effectivement de discours dits alternatifs et qui relèvent en fait de ces pseudosciences. On parlait tout à l'heure des médias traditionnels qui se font eux-mêmes une chambre d'écho, et sur Internet on est à une échelle beaucoup plus large parce que là pour le coup il n'y a aucune forme de vérification ni rien d'autre possible. Votre réaction Henri Brock ou Gérald Bronner, Henri Brock, à ce reportage ? Oui, je crois qu'effectivement, sur le réseau, malheureusement, la diffusion, elle est beaucoup plus large pour tout ce qui est un petit peu délirant. Et je crois que Gérald, d'ailleurs, l'avait expliqué dans différents textes, c'est que c'est la libre concurrence des idées qui, malheureusement, ne favorise pas systématiquement le côté le plus méthodique et le plus raisonnable des dites pensées, quoi. Donc, je pense que c'est un effet d'amplification, un effet de foule, qui fait que pour les gens qui vont ensuite se connecter, eh bien, malheureusement, disons, sur 100 sites, il y aura 99 sites avec des informations délétères pour peut-être un site d'informations correctes et de démystification. Dans le champ des pseudosciences, bien sûr. Voilà, dans le champ. Oui, dans le champ. Oui. Dans le champ des pseudosciences. Donc c'est énorme ce qu'on peut trouver sur le réseau. Et ce qui est incroyable, c'est que même quand des choses ont été démystifiées, puisque là les personnes interviewées donc parlaient de la partie, disons, qu'on appelle archéologie fiction, archéologie délirante, mais il se trouve qu'il y a des choses qui ont été démystifiées il y a plus de 40 ans, en particulier tout ce qui est les soi-disant visites d'extraterrestres dans l'Antiquité par rapport aux constructions des pyramides, aux pyramides mayas, le cosmonaute maya de Palenque, etc. Ça a été démystifié, expliqué, etc. il y a 40 ans, mais il faut 100 fois sur le métier remettre l'ouvrage parce que malheureusement, bien il se trouve que à l'heure actuelle, il y a une déferlante au niveau du réseau de tous ces sites un petit peu particuliers, quoi. Comment faire, Gérald Bronner, pour lutter contre cette déferlante ? Est-ce qu'il faut lutter contre cette déferlante ? Est-ce que il faut en parler ? Est-ce que faire cette émission même, par exemple, peut avoir un effet ou est complètement délétère ? Est-ce qu'on imagine le nombre de messages qu'on va recevoir, ne serait-ce que pour l'homéopathie, qui sera lui un nombre certainement pas très homéopathique. Que faire face à l'expansion de ces discours pseudo-scientifiques, dont certains sont très toxiques, mais dont certains sont finalement peut-être un peu moins toxiques, un peu. Mais en tout cas, d'abord, je pense que la première réponse que moi j'apporterais, c'est que oui, il faut faire quelque chose. Sinon, on va être enseveli
par ce que j'appelle la démocratie des crédules, hein, et qui qui a des conséquences sur les pseudosciences, etc., la diffusion des pseudosciences, mais aussi, on va pas en parler ici, mais elles sont aussi de nature politique, le conspirationnisme, etc., etc. Tout cela, en fait, marche souvent main dans la main, d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Celle qu'a bien signalé Henri Brock, qui est quand même un précurseur, hein, je lui rends hommage, d'ailleurs, je profite de quelques instants pour lui rendre hommage pour son travail très précurseur en France. C'est d'abord, évidemment, l'éducation. Il faut que le ministère de l'Éducation nationale prenne très au sérieux cette révolution qui est en train de se produire sur le marché de l'information, qui est même déjà bien avancée, en lui opposant en quelque sorte une forme de révolution pédagogique qui consiste simplement, en effet, à initier les jeunes esprits le plus tôt possible à la pensée méthodique. Voilà, la pensée méthodique. Comment est-ce qu'on traite rationnellement d'un sujet? Comment est-ce qu'on ne tombe pas dans des pièges statistiques, dans des pièges d'illusions cognitives, etc. Ça, nous pouvons le critique, faire. La raison analytique. Alors, il y a plein, là, il y a tout à fait plein de termes pour les désigner. On peut parler de zététique aussi, d'ailleurs. Enfin, tout ça sont globalement synonymes. Le deuxième point, moi, je félicite aussi les gens qu'on a entendus dans ce reportage, Quark et les autres. Il y en a plein. L'hygiène mentale. Beaucoup de gens qui font des travaux tout à fait remarquables. Et ils sont très lucides, d'ailleurs, parce qu'effectivement, le travail qu'ils font, il ne faut pas oublier que la dérégulation du marché de l'information sur Internet, elle a favorisé les plus radicaux et ceux qui avaient envie de faire valoir leur point de vue. Alors parmi tous ces gens, il y a des gens extraordinaires, mais il y a aussi beaucoup de croyants et donc de croyances radicales. Et donc il y a une confusion permanente entre la visibilité de leur point de vue, parce qu'ils sont très motivés, ils sont capables de faire ça 24 heures sur 24, certains, on a l'impression qu'ils n'ont pas d'autre vie, donc leur visibilité et leur représentativité. Et le problème, c'est que la confusion entre cette visibilité et cette représentativité, peu à peu, elle essaime dans l'espace public. À mon avis, c'est ce qui s'est passé pour les anti-vaccins. Alors, ce qu'ils font, ces gens, c'est absolument formidable, tout simplement parce qu'ils luttent pied à pied. Et ils savent très bien que la plupart du temps, ils ne vont pas convaincre les croyants. C'est pas pour les croyants qu'il faut faire ça. Et il ne faut pas abandonner parce qu'on prend des coups. Bien sûr qu'on va prendre des coups, et je peux vous en parler. Je pense qu'Henri Brock pourrait vous en parler aussi. Et puis, on pourra vous en parler dès demain. Et vous pouvez vous en parler sans doute. Moi, je fais agonie sur les réseaux sociaux, etc., par un certain nombre de croyants. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Au contraire, c'est même plutôt positif. Ça prouve que ce que vous dites a un intérêt. Mais surtout, vous ne travaillez pas vraiment pour eux. Vous travaillez pour les indécis. C'est-à-dire la plupart de nos concitoyens qui, après tout, sont des sujets qui sont complexes, l'homéopathie, tout ça commence à voir trier le vrai du faux, etc. Il faut absolument opposer une alternative intellectuelle à cette domination progressive que les croyants essayent d'instaurer sur la toile. C'est donc un bras de fer entre la démocratie de la connaissance et la démocratie des crédules. Moi, je ne sais pas qui va gagner, mais ce qui est sûr, que si on abandonne maintenant, on a perdu par avance. Entre la croyance, l'opinion et les faits, un distinguo important à faire. Henri Brock, pour conclure aussi, comment appréhender précisément l'expansion de ces discours pseudo-scientifiques, que faire au niveau individuel ou au niveau collectif selon vous? Je pense qu'aussi bien au niveau individuel que collectif, c'est essentiellement se ramener au côté éducatif. C'est déjà d'essayer d'expliquer qu'on ne doute pas de tout. Simplement, on n'accepte rien sans preuve. Donc c'est la base de la démarche. Et puis ce qu'il faut faire comprendre aux personnes, c'est qu'on cherche pas à imposer une idée. On cherche simplement à donner l'information, toutes les facettes d'une information, de manière à ce que les personnes puissent décider elles-mêmes en toute connaissance de cause. Et c'est ça qui est important. Il faut que les gens aient toute l'information pour pouvoir décider par eux-mêmes. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Alors, pas tout à fait le mot de la fin, parce que j'aimerais le laisser à travers moi me faire le porte-voix d'un esprit qui a évoqué la question de la vérité scientifique et qui a fait beaucoup aussi également pour essayer de lutter contre ces pseudosciences et contre les fantasmes pseudo-scientifiques. C'est Carl Sagan qui disait « La seule vérité sacrée est qu'il n'y a pas de vérité sacrée. Toutes les affirmations doivent être examinées avec un esprit critique. Les arguments d'autorité sont sans valeur. Tout ce qui ne correspond pas aux faits doit être rejeté ou révisé. La science n'est pas parfaite, elle est souvent mal utilisée. C'est seulement un outil, mais c'est le meilleur outil que nous avons. Voilà. Merci beaucoup, Gérald Brenner. Vous pouvez retrouver en librairie La démocratie des crédules, qui est votre avant-dernier livre publié aux éditions aux Presses universitaires de France. Merci également Henri Brock. Votre livre à vous que vous pouvez retrouver sur Internet ou en librairie, L'art du doute ou comment s'affranchir du prêt-à-penser chez Book eBook. Et puis évidemment, merci à nos collègues de France Bleu Azur à Nice pour le duplex. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Étienne, Antoine Beauchamp, Hugo Bartholomei, Céline Lausanne, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, à qui je souhaite un excellent anniversaire. Joyeux anniversaire, pas du tout, à Elisabeth Miro. Merci à Nicolas Slimani et à la technique et Victor Dubuteau au droit d'auteur.
Allez, la suite de vos aventures sur France Culture. Tout à l'heure, Hervé Gadette, dans Le Grain à moudre, demandera à ses invités lequel de la télé-réalité ou des séries raconte mieux le réel. Ce sera après le journal de 18h. Dans quelques minutes, le 4e et dernier épisode de la série documentaire de la semaine. Le salariat n'est pas mort, il bouge encore, par Rémi Douat et Martine Abba. Demain, pour ce qui nous concerne, nous affronterons le plus insoluble des paradoxes. Vu l'immensité de l'univers et le nombre d'étoiles, comment se fait-il que nous n'ayons toujours pas rencontré de vie extraterrestre? C'est le paradoxe de Fermi demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.